Salut le sondier. Ouais, je sais, ça fait un bail qu'on doit faire cette vidéo de review de la Stone Stealth et je sais que ça n'avance pas. Mais ça y est, on arrête de râler, ça y est, c'est parti, on est lancé là. Alors on commence par les disclaimers. C'est un micro qui nous a été envoyé par la société Aston pour en faire la review et ensuite pour l'offrir à notre communauté. On n'a pas reçu d'argent pour ça, on n'a pas reçu d'instructions, il n'y a pas de contrôle. Je fais cette vidéo parce que j'en ai envie, je dis ce que j'en ai envie. Si vous me faites confiance, eh ben, c'est parfait. Si vous ne me faites pas de confiance, il y a d'autres vidéos sur YouTube, allez-y voir. Aston, c'est un produit, c'est une marque que je connais bien parce que si vous voyez ici, c'est le micro que j'utilise moi au quotidien et pour faire vos enregistrements de voix, pour faire des enregistrements d'instru éventuellement, pour les sondiers. Donc voilà, c'est une marque que j'aime bien et que j'ai payé avec mes sous. Alors, Aston Stealth, c'est quoi? Mais d'abord, c'est un micro de la marque Alston. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil ou une oreille. Parce que c'est une marque qui est extrêmement innovante. À chaque fois qu'ils créent un produit, que ce soit un micro, ils font aussi des écrans contre la reverb, ils partent toujours d'un cahier des charges de zéro. Ils réinventent complètement, c'est pas l'idée d'aller récupérer une capsule, d'aller l'encapsuler, d'aller mettre un beau design et de faire un truc avec. C'est vraiment... on redémarre de zéro en disant quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on aimerait bien. Ce sont des musiciens, ce sont des gens qui pratiquent le son d'une manière générale et donc qui partent vraiment pour se dire qu'est-ce qui nous frustre et qu'est-ce qu'on aimerait avoir. Du coup, c'est toujours un truc complètement nouveau qu'il faut apprivoiser, il faut découvrir, il faut aller creuser, aller le chercher. On n'a vraiment pas la énième copie d'un micro habituel. Alors, celui-ci, c'est la Stone Stealth. Alors, je parle actuellement dedans, mais aussi j'ai un micro-cravate, donc je basculerai de l'un à l'autre en fonction des besoins de la vidéo, mais je l'indiquerai en dessous. Alors, c'est un micro cardioïde, dynamique, c'est-à-dire que par sa conception, il va rejeter les bruits éloignés et il va vraiment se concentrer sur ce qu'on lui envoie dedans. Et en plus, il est capable d'encaisser des fortes pressions. Donc, on va vraiment le retrouver très pratiquement en studio pour de la prise de voix. Et pour de la prise, ils l'ont testé sur des amplis de guitare et sur des guitares. Donc c'est vraiment les deux grandes applications sur lesquelles on va le retrouver en proximité, avec l'idée de prendre en proximité le micro. Donc là, actuellement, je suis à 5 cm du micro. Pour un ampli, on va pouvoir le mettre à 3-4 cm selon ce qu'on va chercher. On va vraiment essayer de le prendre en proximité, comme on ferait avec un SM57, par exemple. En micro de guitare classique, sèche ou autre, on va l'approcher à 5-10 cm, comme on ferait aussi avec un micro-instrument qui n'est pas fait pour aller chercher des sons lointains, mais pour aller vraiment se rapprocher. Alors, par sa forme, on est plutôt sur un micro de studio. On aurait du mal à l'envisager, enfin, il est quand même assez gros pour le tenir à la main pour chanter dedans. Mais bon, pourquoi pas, on peut l'envisager sur une scène, posé sur un pied, par exemple, soit pour de la voix, soit pour récupérer un instrument posé devant un ampli. Ça pourrait parfaitement faire le travail, par exemple. D'autant plus qu'à l'intérieur, la capsule est suspendue sur un système d'élastique, mais qui n'est pas à l'extérieur, et donc du coup qui permet que la capsule soit isolée du bruit, des chocs extérieurs. On va essayer. Là, je tapote dessus. Là, je tapote sur la table. Alors, c'est pas parfait, forcément, mais rien n'est parfait. Mais ça permet un petit peu d'isoler la capsule du reste du corps. Et ça, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre la suspension habituelle. Et en studio, parfois, on n'a pas trop de place. Et ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui va aller trouver sa place au sein de plusieurs micros, devant un ampli, par exemple. Ça va être typique d'un usage intéressant où on va pouvoir glisser le micro sans que ça prenne trop de place finalement. Donc on a un cardio de studio. La belle affaire, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir se dire ça y est, on a le micro ultime, c'est pas du tout ça. En réalité, à l'intérieur, il a 4 circuits différents qui vont permettre d'avoir 4 rendus différents en fonction de ce que l'on va lui rentrer. Donc typiquement, vous avez déjà vu ça dans les studios, on va choisir un studio en fonction de la voix du chanteur ou de la chanteuse pour trouver celui qui sonne le mieux de manière naturelle sans avoir besoin de trop travailler à l'EQ. Là, à l'intérieur, on va avoir 4 circuits
3 qui sont plutôt orientés voix, on va dire. Il y en a 2 classiques pour de la voix assez traditionnelle. Ils n'ont pas indiqué que c'était une voix grave ou une voix aiguë, mais c'est un petit peu l'idée, parce que dans certains cas, une voix grave peut avoir certaines sonorités intéressantes dans les aigus ou dans le haut médium. Des voix aiguës peuvent avoir des choses intéressantes sur le bas. Donc, c'est réellement tester les 2 positions, voix 1 et voix 2, quand on a quelqu'un qui va chanter dans un studio ou qui va faire du broadcast, et trouver la position la plus intéressante. Et là-dessus, on a une 3e position qui est dite la Dark D, qui en fait fait penser un petit peu à du broadcast, à un micro ruban à l'ancienne. Je vais vous le montrer. Donc la position dite ruban ou ruban vintage, qui peut être intéressante et qui peut donner une sonorité intéressante. Je vais revenir sur la voix 1. Là, je suis sur la voix 1, donc la voix que j'aurais choisie de manière naturelle si c'était mon micro. Mais c'est pas mon micro puisque je vais vous le donner. Là, c'est la voix 2. J'ai pas changé de timbre et on a des nuances qui peuvent être intéressantes et qui vont pouvoir vraiment... C'est vraiment l'intérêt de mettre un micro devant un chanteur ou une chanteuse et de lui faire essayer les 3 positions et de voir ce qu'il va donner. Alors la 4e position, c'est une position dite guitare. Quand ils ont fait des tests, en réalité, ils ont fait plusieurs circuits différents et pour voir ce qui sonnait le mieux et ils ont fait tester en double aveugle. Alors ils ont testé sur des voix, sur des instruments, sur des tas de choses et ils se sont rendus compte qu'il y avait une position particulière, il y avait un circuit particulier qui sonnait bien pour les guitares, qui sonnait bien pour les guitares traditionnelles en enregistrement direct, donc des folk ou des classiques, mais aussi sur des guitares électriques en reprise d'ampli, aussi bien sur des sons clairs que saturés. Alors tout le monde ne va pas aimer, c'est clair, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est une position qui peut être intéressante pour, on va dire qu'il y a un chanteur-guitariste ou chanteuse-guitariste qui a envie d'avoir un micro, ça peut être intéressant pour prendre aussi bien la voix que la guitare. Ouais, pourquoi pas. Alors quand je parlais de circuit guitare, ça vaut le coup de le tester sur d'autres instruments, bien sûr, hein. On pourrait le tester sur un harmonica, par exemple. En mode dark. Et en mode guitare, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, pour qu'on comprenne, ce sont bien 4 circuits différents avec un interrupteur, enfin en fait une bague qui se met sur 4 positions différentes. Alors il y a une manière de la tenir, il faut vraiment prendre la bague avec l'ensemble des doigts, poser d'un bout à l'autre. Il ne faut pas essayer de le tenir du bout des doigts, ça ne lui permet pas de tourner, c'est pour éviter que ça bouge quand on le manipule. Il faut vraiment l'enserrer du bout des doigts et tourner, et ça tourne tout seul. Donc c'est vraiment, il n'y a aucun effort, il faut juste l'enserrer en douceur, et quand l'ensemble des doigts s'enserre autour de la bague, elle tourne, et sinon, elle ne tourne pas. Ouais, c'est un tour de main à choper. Perso, je suis ni pour ni contre. Je ne suis pas certain que c'était absolument nécessaire, mais j'aime bien l'idée. Je trouve que c'est plutôt efficace. Alors, dans certains cas, quand on est vraiment dans une position un petit peu compliquée, il faut vraiment amener la main. Donc, il va falloir s'habituer à trouver la bonne manière de faire. C'est pas évident au début, mais on s'y fait vite. Alors surtout, ça montre vraiment cette logique, cette philosophie. C'est pas dire une copie, on a envie de faire quelque chose, on a envie de trouver des choses, et alors ils vont réfléchir à la bonne manière de faire. Et là, rien que pour ça, je trouve que ça démontre une démarche qui est intéressante. On aimera ou pas. D'ailleurs, il y a un autre élément que personnellement j'aime pas trop, c'est la fixation à l'arrière. Qui, je trouve, n'est pas parfaite. Alors, elle a un intérêt, c'est qu'elle se clipse et s'enclipse sans avoir à visser ou dévisser. Moi, je suis pas fan. Je trouve que on n'est pas totalement tenu. Je suis pas certain que ce soit une bonne idée au final. Mais ça fait le boulot. Il faut surtout faire attention de ne pas perdre la pince parce que du coup, comme il n'y a pas un filetage supplémentaire comme il y a sur le Spirit ou sur l'Origin qui permet de se brancher en vissant directement. Là, si on part faire un enregistrement nomade et qu'on oublie de l'emporter avec soi, on est coincé. Il va falloir utiliser du gaffer ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça va pas le faire. Si on le perd, il est en vente sur le site d'Aston. On peut en racheter. Je présume que dans les magasins de musique, on va pouvoir en retrouver aussi en pièces détachées. Mais voilà, je suis pas... Ouais, ok, d'accord. Pourquoi pas, mais je suis pas convaincu. Alors, il y a une innovation que je trouve vraiment très très intéressante ce coup-ci, c'est l'intégration d'un préampli de classe A à l'intérieur de l'appareil, du micro. Et donc, quand on le branche traditionnellement, comme on ferait avec un micro dynamique classique, sans envoyer d'alimentation fantôme, il réagit comme un micro dynamique classique sans recevoir, qui n'a pas besoin d'alimentation fantôme, puisqu'il est dynamique. Mais à partir du moment où on va enclencher l'alimentation fantôme, comme je suis en train de le faire actuellement, on a directement un boost du signal parce que le préampli s'active et ça réagit un petit peu comme vous voyez les Fathead ou les Cloud Lifters qui permettent de booster un petit peu le signal. Et du coup, qu'est-ce que ça a comme intérêt? C'est que si on veut enregistrer en nomade par exemple, faire des interviews, on a un très très bon micro d'interview qui est vraiment taillé pour faire du broadcast, et pour autant, si on utilise un enregistreur avec des préamplis un petit peu anémiés, genre Tascam DR40 ou bien Zoom H4, un appareil qui n'a pas des préamplis extrêmement puissants, on va pouvoir l'utiliser en envoyant l'alimentation fantôme, et là on a un niveau qui est boosté comme on l'obtiendrait si on mettait un Fathead ou bien un Cloud Lifter entre l'appareil et le préampli. Ici, il n'y a pas besoin, on a juste besoin d'activer l'alimentation fantôme et on a d'un seul coup un appareil qui reste un appareil dynamique, le concept et le fonctionnement reste celui d'un appareil dynamique, mais avec un préampli extrêmement neutre qui va monter notre niveau et qui va éviter qu'on ait besoin de pousser trop fort le préampli et donc de générer du souffle. Et ça, c'est vraiment très très astucieux parce que quand on veut faire du broadcast en déplacement avec un appareil un petit peu léger, on a tendance à avoir besoin de rajouter un petit préampli et c'est des frais en plus. Et là, il n'y en a pas besoin, c'est directement dedans. A l'inverse, si on a un préampli externe avec une couleur particulière, avec un intérêt particulier que l'on veut lui faire rentrer, on va au contraire utiliser vraiment le côté micro-dynamique sans le préampli, et donc on va pouvoir utiliser le maximum de ce préampli externe. Donc on a vraiment le bénéfice des deux dans un appareil. Donc il faut vraiment imaginer, on a soit boosté, soit non boosté, et en 4 positions différentes, ça commence à être intéressant pour le prix. Donc là, je vais vous montrer la différence. Actuellement, je suis en mode boosté, puisque j'envoie directement dans un Zoom H6. Je vais maintenant désactiver
l'alimentation fantôme et je vais forcément régler le niveau en conséquence. Alors actuellement, mon niveau de gain, il est très légèrement au-dessus de 4 et je vais changer tout ça. Test, 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 test. Voilà. Alors ici, j'ai dû pousser mon niveau de gain à 8,5, presque 9. Donc, ouais, il y a quand même une grosse différence. Alors, sur un H6, on n'a pas trop de soucis. Si on avait un appareil encore supérieur, on n'aurait pas vraiment de soucis. Mais sur des appareils avec un préampli un peu moins puissant, là, on a quand même vraiment poussé pour essayer d'obtenir un niveau de signal à peu près équivalent. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez pousser le gain si vous avez suffisamment de réserve de gain, ou bien est-ce que vous voulez activer l'alimentation fantôme et utiliser le préampli interne? C'est une palette qui est à votre disposition. Là, on va revenir en mode avec alimentation fantôme, parce que ça pousse moins sur mes préamplis. Test, test, test. Voilà, on est revenu avec alimentation fantôme, donc de nouveau mon volume, mon niveau de gain est remonté très légèrement au-dessus de 4 pour ce genre de prise de son. Alors on va conclure, les pour et les contre. On va commencer par les contre. Pour moi, le point le plus négatif, même s'il est relativement mineur, mais il me dérange un petit peu, c'est vraiment ce système d'attache que je trouve pas parfait. On risque de le perdre. Il bouge un petit peu. Je suis pas très convaincu par l'idée. Ça fait le boulot. Ok, si c'est vraiment mineur, si tout le reste vous plaît, c'est pas très grave. Moi, ce que je conseille, c'est de le laisser brancher et de l'utiliser en permanence, en le vissant, comme on a toujours fait sur des pieds de micro, ou alors d'en avoir plusieurs à l'avance, parce que c'est pareil, quand vous allez faire un gig et que vous repartez avec votre micro, vous n'avez pas intérêt à avoir oublié la petite fiche, parce que une pince de micro dynamique, c'est pas très grave. Cette petite pièce-là, il va falloir la retrouver, donc la commander pour l'avoir. Donc ça, je suis pas vraiment fan. Deuxième petit point pas trop top, c'est l'anti-pop. Ça risque de popper quand même pas mal. Mais bon, dès qu'on est en position broadcast à 15 cm du micro, ça va beaucoup mieux. Il est fait pour ça. Et sinon, on peut toujours lui mettre un anti-pop. Alors c'est un petit peu dommage quand on a un appareil qui est fait pour ça, mais bon. Alors, petit point, on va dire neutre, c'est cette lumière que l'on a quand le système, quand l'alimentation fantôme est activée. Ça permet de savoir que ça fonctionne. Bon, c'est joli, on peut l'éteindre, il y a un petit interrupteur qui permet de l'éteindre. À mon avis, c'est pas forcément le gadget le plus nécessaire. On pouvait s'en passer, ou on aurait pu trouver une autre manière. Ça aurait peut-être fait gagner 20 balles sur le prix de revient. Je sais pas. Bon, pourquoi pas, c'est pas moche. Ça participe aussi au design. D'ailleurs, le design, si on va du côté des aspects positifs, c'est du bon métal. Il est plutôt joli, j'aime bien avec ses lignes, avec cette courbe. Il n'est pas sans rappeler le SM7 de Shure, mais sans avoir le système un petit peu grossier qu'on a au-dessus ou autour, qui participe à la réputation du SM7, mais qui n'est pas forcément indispensable. Là, on est plutôt sur un design assez proche d'un RE20, sans en avoir ni la couleur, ni la forme générale. C'est subjectif, hein. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plutôt réussi. Alors ce qui est moins subjectif, c'est clairement le son, ça sonne. On a vraiment 4 circuits différents, ça nous permet surtout quand on a un studio qui n'est pas forcément avec 50 micros à sa disposition, ça permet assez facilement, assez rapidement aussi de trouver le circuit qui sonne le mieux pour la personne que l'on veut enregistrer ou pour l'instrument que l'on veut enregistrer. Ça fait gagner énormément de temps parce qu'il faut imaginer que quand on veut tester 3 ou 4 micros, à chaque fois il va falloir le sortir de la valise, le mettre en place, trouver le bon emplacement. Et là, on a vraiment un micro, on le met en place et on a juste à tourner cette bague et on va pouvoir aller écouter les différentes tonalités que ça nous donne. Et là-dessus, à mon avis, c'est quand même un point très fort. Là-dessus, on rajoute, et on n'oublie pas que c'est un cardioïde dynamique, donc en studio, c'est génial pour pouvoir travailler à plusieurs, pour pouvoir enregistrer sans trop avoir de repisse avec d'autres instruments ou d'autres voix qui pourraient être sur les côtés. On va bénéficier de l'avantage
d'un micro cardioïde dynamique, sans pour autant perdre le fait que forcément un micro dynamique, ça a besoin d'un préampli plus fort. Là, si on a un studio un peu modeste qui est en train de se bâtir, avec un système son peut-être un petit peu moins cossu que sur les gros studios, eh bien on a la possibilité à la fois d'utiliser son matériel au mieux, de ne pas en avoir 50 parce que avec déjà un micro, on a pas mal de circuits à sa disposition et de pouvoir vraiment un petit peu choisir des sonorités différentes alors qu'on n'a qu'un seul micro. Est-ce que ce serait le premier micro que je recommanderais ? Peut-être, peut-être. Ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. Autre point intéressant, la suspension interne, ça évite de mettre les gros spiders autour, donc on prend moins de place, on va trouver plus facilement sa place si on veut aller récupérer, je sais pas moi, imaginons qu'on veuille récupérer une percussion ou quelque chose comme ça, bien, ça prend moins de place, ça prend moins de risque de se prendre un gros coup de baguette dans la tronche. Trouver sa place devant un ampli qui est peut-être pas très très gros, en même temps qu'un autre micro qu'on voudrait prendre en deuxième position, et ben là aussi, va trouver sa place beaucoup plus facilement que s'il était suspendu sur une grosse araignée. Alors le dernier gros avantage, et qui n'est pas le moindre, tout simplement c'est le prix. Pour 340 balles à l'heure où on enregistre la vidéo, quelqu'un qui voudrait par exemple acheter un micro de broadcast et qui se renseignerait sur les SM7 et sur le RE20 par exemple, qui testerait les deux, ce serait un petit peu dommage qu'il ne teste pas ce troisième-là parce qu'il pourrait être assez surpris. Donc en bref, oui, objectivement, je recommande. Alors je recommande pour qui ? Déjà pour commencer, les home studios qui n'ont pas 60 micros dans leur parc et qui voudraient pouvoir enregistrer des voix, des guitares, mais aussi d'autres instruments qui pourraient bénéficier de la large capsule. Les broadcasters, les podcasters, tout ce qui est enregistrement de voix off, lecture de livres audio, toutes ces choses-là, on a un très très bon micro qui va bien rendre sur la voix. Pour faire de l'interview en nomade ou pour monter des plateaux de radio où on n'a pas toujours les mêmes invités, ça permet de leur proposer un micro qui sera peut-être plus adapté à leur voix selon qu'on va avoir une femme ou un homme, un timbre grave ou un timbre plutôt une voix de tête ou une voix de gorge. Là, on va pouvoir proposer un micro qui va mieux sonner pour chacun et sans avoir besoin de partir avec une valise avec plein de micros. Pas mal. Toujours en nomade, on a évidemment l'intérêt de l'alimentation fantôme et de ce préampli intégré qui va permettre de ne pas pousser trop sur les préamplis. Et là encore, en nomade, on n'a pas toujours tout du matériel extrêmement puissant du studio. Donc là-dessus, on va aussi trouver son affaire. Pour streamer aussi, pour streamer du jeu vidéo par exemple, le fait qu'on soit sur un micro dynamique va permettre un petit peu de s'éloigner des bruits de clavier et autres manipulations et de bien mettre en évidence la voix. Évidemment, il faut admettre que le micro soit dans le champ parce qu'on ne va pas le mettre hors caméra, mais si on accepte que le micro soit dans le champ, il n'y a pas de souci, ça fera très très bien le travail. Et évidemment, je ne peux que vous recommander d'aller tester cet appareil. Ne vous contentez pas des vidéos YouTube qui vont choisir pour vous. Allez tester dans les magasins, demandez à vérifier, prenez votre casque préféré, écoutez et faites votre choix sur cette base-là. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi mon Spirit et que je l'utilise maintenant depuis plusieurs années. Je ne recommande que cette méthode. YouTube, c'est bien pour élaguer, mais ce n'est pas la solution idéale pour choisir, surtout des micros, des casques ou ce genre d'équipements qui ont besoin d'être écoutés avec vos vraies oreilles sans passer par le prisme d'un enregistreur ou d'une vidéo YouTube. L'autre méthode, ça va être de le gagner tout simplement. Et il n'y en aura qu'un ou une qui va le gagner. Pour cela, vous allez aller dans la description, vous allez aller la lire intégralement, vous allez trouver les informations qui vont permettre d'aller sur notre Discord pour lire le règlement du concours et les instructions pour pouvoir le gagner. On fera le tirage au sort pendant une de nos émissions le lundi soir en direct. Comme ça, il n'y aura pas de contestation possible et je me chargerai d'expédier ce micro au gagnant ou à la gagnante dans les plus brefs délais. Peut-être plus vite que je n'aurais mis pour faire ce test de vidéo. Et puis, si vous allez dans la description et que vous ne voyez pas d'instructions pour gagner le micro, c'est parce que vous êtes arrivé trop tard et que le micro a été gagné et expédié et que il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce sera donc pour une prochaine fois. Voilà, en attendant, je vous fais pas le topo. Vous connaissez les pouces, les likes, les abonnements, les machins, notre Tipeee,
Allez nous écouter en direct le lundi soir ou en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et je vous dis à bientôt.